Urgence, Grey's Anatomy, Dr House et bon nombre de séries américaines ont alimenté un certain fantasme quant aux coulisses de la vie d'un hôpital. Côté français, les films Hippocrate et Première année nous ont offert une immersion dans la vie d'étudiants et d'internes en médecine. On en sait vraiment peu sur ce monde, si ce n'est que pour devenir docteur, il faut s'armer de beaucoup de patience. Fascinée par le monde du soin et curieuse d'en savoir plus, j'échange aujourd'hui avec Théo, interne dans un service de gastro-entérologie. Salut Théo, merci d'avoir répondu présent à ce nouvel épisode du podcast En vrai, c'est quoi ? Avant que tu puisses répondre à toutes mes questions, je te propose de te présenter en quelques mots. Alors, bonsoir Melissa, merci pour l'invitation au podcast. Et moi je m'appelle Théo, je suis étudiant en 7e année de médecine, donc interne en médecine et dans la spécialité de gastro-entérologie. Alors, merci pour cette succincte présentation. Je crois que j'ai déjà 20 milliards de questions à te poser par rapport à ce que tu viens de dire. Donc déjà, tu as dit que tu étais interne. Ouais. En regardant Grey's Anatomy ou d'autres références en médecine, j'ai constaté que parfois, plus sérieusement, on pouvait parler de médecin, d'externe, d'interne. Est-ce que rapidement, avec des mots simples, tu peux dire à quoi ça correspond ? Donc globalement, il y a la première année de médecine où on n'est rien. Deux, troisième, on n'est rien non plus, étudiant. Et à partir de la 4e année de médecine, 4e, 5e, 6e année, on est externe. C'est-à-dire qu'on prépare le concours de 6e année. Okay. Et on va en stage, pendant la matinée généralement. Et ensuite, après la 6e année, on choisit notre spécialité et là on devient interne de spécialité pendant 5 ans pour les spécialités médicales et 6 ans pour les spécialités chirurgicales. Waouh, ok. Donc en fait, il y a 2 concours en médecine, le concours d'entrée et ensuite il y a le concours pour la spécialisation. C'est ça, exactement. Ok. Et donc ensuite, tu disais qu'il y avait les spécialités médicales et chirurgicales. Donc en fait, donc tu peux avoir une spécialisation médicale en radiologie et une spécialisation chirurgicale radio. Ou pas du tout. Je pense que c'est moins simple que ça. Ouais. Non, en fait, t'as pas de domaine frontière. Je sais pas si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais j'avais l'impression que tu disais que tu pouvais faire les deux et du médical et du chirurgical. Ça, c'est pas le cas. C'est en gros, globalement, tu vas choisir ta spécialité et parmi le panel de spécialités, tu vas avoir des spécialités qui vont être dites chirurgicales parce qu'il y a une formation au bloc et une formation technique au bloc opératoire. Alors que les spécialisations médicales n'ont pas forcément ça. Ok. Et toi, justement, quelles sont tes ambitions donc dans ta spécialité ? Je ne vais pas le répéter parce que c'était très long et je risque de bafouiller. Mais dans ta spécialité, tu envisages d'aller en chirurgie ? En fait, moi, j'ai du coup en hépato-gastro-entérologie. Donc, c'est le foie, le tube digestif et le reste du tube digestif. Alors, arrêtons-nous là-dessus. Quand tu parles du reste du tube digestif, de quoi parles-tu ? Alors, de tout ce qui est côlon et anus. Très bien, merci pour cette précision. Donc, globalement, dans ma spécialité, on s'occupe avant tout du foie, du pancréas, de tout ce qui est de l'œsophage jusqu'à l'anus. Voilà. D'accord. C'est à peu près tout ça mon domaine de compétences. Ok. Alors je te coupe juste 2 secondes. Tu as parlé d'œsophage. Mais certaines personnes, je pense, ne savent pas où est situé l'œsophage. Donc, l'œsophage, c'est où ? Alors, déjà ? Globalement, c'est au niveau du thorax, juste derrière le cœur. Et quand tu avales un aliment, le trajet, c'est bouche, œsophage, estomac, intestin, gros intestin, sortie. Et le reste. Très bien, très bien, merci. Mais je pense que, plus sérieusement, c'est bien que tu aies reprécisé parce que forcément, en cours de bio, et ça remonte à très loin,
on voit rapidement, on va dire, l'anatomie, le système digestif, etc. Mais clairement, je pense que la plupart des gens, tu leur donnes un schéma du corps humain, on n'est pas capable de situer les différents organes. Même le cœur, je pense que c'est limite. C'est dur quand même. Mais ouais, non, oui, des fois, je suis obligé de parler avec certains patients de simplifier grandement, parce qu'on a tendance à un peu penser que c'est acquis pour tout le monde, mais que pas totalement, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je te redemandais. Et toi, justement, par rapport à ces longues études, je pense que, voilà, on parle depuis longtemps des études de médecine, que c'est très long, que c'est compliqué, que le concours d'entrée, c'est chaud, etc. Toi, tu as toujours voulu être médecin. Comment ça s'est révélé à toi? Comment ça s'est révélé? Au début, ça a commencé plus par bon, c'est un peu ridicule, mais c'est un peu une blague. C'est-à-dire que c'est ma prof de CP qui m'a dit, Théo, il faut que tu écrives mieux, sinon tu vas être obligé d'être médecin. Et gros têtu comme je suis, j'ai dit, bah, je serai médecin alors. Et après, au final, en sixième, cinquième, j'ai commencé à regarder les séries à l'américaine, Dr House et tout, et j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens et d'être enfin toujours j'aide tout le monde et voilà, c'est dans ma nature et donc ça collait plutôt bien. Et dans la suite de mon cursus, étant donné que j'étais plutôt bon élève et un petit peu ambitieux, du coup, je voyais les études de médecine comme étant le Graal de l'ambition parce que c'était le truc où il y avait le plus d'études, voilà. Ok, donc c'est pas tes parents qui t'ont poussé à te dire mon fils, tu seras avocat ou médecin? Pas du tout, non, je viens pas du tout d'une famille qui est ni de médecin, ni d'avocat, ni de grands personnes qui ont fait des longues études, mais ils m'ont soutenu jusqu'au bout et j'ai toujours pu m'épanouir. Voilà. Oh, c'est beau, c'est très beau. Et alors justement, le fameux concours d'entrée, et même la première année, comment ça s'est passé pour toi, on va dire, comment tu l'as vécu, surtout psychologiquement? Le concours de première année, moi, en fait, j'y allais avec, moi, je l'ai passé en 2 années, comme beaucoup de personnes, mais maintenant, c'est plus le cas vu qu'il y a eu plein de réformes qui font qu'on peut plus redoubler. Mais je l'ai passé en 2 années et ma première année, j'y suis allé, je me suis pris une énorme tarte parce que, en fait, j'avais l'impression, dans toute ma scolarité, tout s'est très bien passé et j'ai toujours été très dans le top, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que j'étais face à d'autres monstres. Je comprends très bien. J'ai vécu la même chose en prépa. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas le même niveau et qu'il fallait que je m'adapte et que je sois encore meilleur. Mais en fait, psychologiquement, ça s'est quand même pas trop mal passé parce que j'étais bien entouré, j'avais énormément d'amis avec qui on faisait un peu les 400 coups, mais toujours en travaillant et on était dans une bonne dynamique où on se tirait tous vers le haut et ça nous permettait de progresser et au final d'arriver là en 7e année quoi, sain et sauf. Alors il y a eu beaucoup, on va dire, d'encre qui a coulé et qui coule encore par rapport aux facs de médecine. À l'ambiance, aux pratiques qu'il peut y avoir, etc. Alors moi je te demande pas de me donner ton point de vue sur les cas qu'on entend, etc. Mais c'est de dire comment toi tu l'as vécu. Est-ce que il y a du bizutage, le bizutage ou ce qu'on fait avec les corps qu'on utilise pour l'anatomie. Enfin tu sais il y a eu énormément de scandales autour de ça. Alors déjà en ce qui concerne le bizutage, oui il y en a. Mais un peu comme dans toutes les spécialités et dans toutes les filières, je pense. Après, nous, ça a été justement énormément pointé du doigt. Donc, ils avaient à cœur, en tout cas moi dans ma promo, de veiller au maximum à ce qu'on soit consentant, à ce qu'il y ait pas de débordement, tout ça. Donc, franchement, ce genre de situation, je pense que c'est du passé. Parce que vraiment, maintenant, il y a énormément de personnes qui font attention à ça. Et donc, moi, à chaque fois, quand j'ai pu avoir des bizutages, c'était des choses un petit peu genre, c'était de la farine, de l'huile, du gnocchman, des trucs comme ça. C'était, voilà. On a eu le même bizutage, je crois. C'est pas des choses affreuses, quoi. Genre, tu te laves et tu t'en remets, quoi. Ok. Et ensuite, en ce qui concerne les corps et la dissection, effectivement, c'est un petit peu, comment dire, on a une nécessité de se détacher de cet aspect de la mort parce qu'en fait, il est omniprésent et du coup, forcément, on peut, comme n'importe qui pourra désacraliser la situation.
Oui, on va faire, va y avoir des blagues, va y avoir des choses, mais c'est plus pour prendre du recul et pour moins vivre les choses de façon. Le prendre peut-être second degré, le prendre moins à cœur, C'est parce ça. que c'est votre futur métier, quoi. Ouais, clairement, Donc, et c'est ça. Mais du coup, oui, il y a certaines choses, oui, qui sont pas forcément top. Voilà, pas forcément hyper éthiques, mais je pense que c'est pas, enfin, on n'est pas non plus fier à le, à le dire devant tout le monde, des choses comme ça, quoi. Mais c'est des Oui, et puis ta vocation, c'est quand même d'aider les gens au départ. Et donc là, tu disais que tu étais en 7e année, interne. Donc là, comment ça s'est passé? Tu as passé ton concours de spécialisation. Tu l'as eu, du coup, dans la spécialité que tu as choisie. C'est plus un classement que. Ah oui, voilà, c'est le classement. En fait, une fois on a passé la première année, on est forcément médecin. Après, médecin de quelle spécialité, c'est là où ça diffère. Et donc, en 6e année, il y a un classement et en gros, le premier, il choisit tout et le dernier, il prend ce qui reste. Ok, d'accord. C'est un peu l'idée. Alors, j'ai une question. Généralement, qu'est-ce qui reste en dernier? C'est horrible. Ma question est horrible. Mais bon, il n'y a aucun jugement. C'est juste. Généralement, du fait, premièrement, du nombre de places disponibles, il y a une place sur 2 qui sont réservées à la médecine générale. Du coup, évidemment, les dernières personnes, elles vont prendre des postes de médecine générale, des postes de médecin du travail. Parce que médecins du travail, ils n'ont pas le droit de prescrire. Oui, effectivement. Ils ont, du coup, forcément, faire 8 ans d'études, 8-9 ans pour ne pas prescrire, c'est peut-être un peu chiant. Après, il y a quoi d'autre qui est pas pris? Médecine légale, qui est un peu moins pris. C'est en gros les médecins légistes, D'accord, ok. tu fais un accident de travail, il va y avoir un médecin conseil, des choses comme ça. C'est plus du conseil que de la pratique en soi et du soin. Pure, quoi. Ouais, d'accord, ok. Mais, bon, je sens que là, j'aborde des détails et des subtilités. Et peut-être que ça fera l'objet d'un nouveau podcast quand tu ne seras plus interne. Et donc, comment ça s'est passé? Tu as eu ton classement. Et ensuite, donc là, est-ce que c'est toi qui choisis l'hôpital dans lequel tu vas officier? La ville dans lequel je vais officier, du coup, ça va être. Du coup, moi, j'ai choisi Toulouse. Donc, c'est un vrai choix. En fait, le classement, ça portait pas du tout sur les villes. Non, si, en fait, le classement, ça te permet et de choisir ta ville et de choisir ta spécialité. D'accord, ok. Et en fait, avec ces deux paramètres-là, tu vas avoir ce qui reste. Voilà. Ok, d'accord. Donc, toi, tu as eu la spécialité que tu as choisie, donc hépato-gastro-entérologie à Toulouse. C'est ça. Voilà. Donc là, tu es à Toulouse, dans un hôpital. Et quand on est interne, comment ça se passe? Toi, tu es rattaché à un médecin titulaire, je ne pense pas qu'on dise comme ça. Mais... on appelle ça les chefs de clinique. Tu as les chefs de clinique qui sont, en gros, la hiérarchie de l'hôpital, globalement. Il y a un chef de service qui va avoir plusieurs chefs de clinique ou des praticiens hospitaliers sous son égide. Et les chefs vont avoir des internes et ensuite les internes vont avoir des externes et ainsi de suite. D'accord, ok. Et toi, donc ton équipe, dans le service d'hépato-gastro-entérologie, il y a combien de personnes à peu près? On est 3 internes. Après, moi, c'est particulier parce que le service auquel je suis rattaché, en gros, il y a un poste, un service de soins intensifs, un service de salle hépatologie, et à côté, il y a un autre service de soins continus et un service de... c'est compliqué. Ouais, mais en fait, c'est compliqué, mais c'est hyper intéressant parce que clairement, je pense que je suis pas la seule à avoir regardé Grey's Anatomy, Urgence, Dr House. Mais le fait que tu le dises, ça permet de schématiser un peu et de pouvoir se dire, ok, il y a des services qui doivent être énormes, c'est peut-être pour ça que parfois c'est super lent ou quoi. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, vous êtes à peu près combien? Même si toi c'est particulier, mais... Tu comptes les infirmières et tout? Oui, à peu près. Hein, alors, avec les différentes équipes infirmières, je pense qu'on est une vingtaine. Oui, c'est énorme. Et du coup, dans ton hôpital, par exemple, est-ce que vous avez
alors je pense pas qu'on puisse raisonner comme ça, mais est-ce qu'il y a tous les services ou à peu près tous les services? Généralement, alors moi je sais que j'ai une vision très parisienne de la chose vu que j'ai fait toute ma vie à Paris et que je suis depuis peu à Toulouse. Mais globalement, dans les hôpitaux parisiens, il y a la grande majorité des spécialités qui sont représentées dans un même hôpital. Après, moi, je sais que là, à Toulouse, il y a 2 hôpitaux qui regroupent 80-90% des spécialités. Donc, globalement, oui, ça couvre à peu près, ils sont à 30 minutes de voiture l'un de l'autre. D'accord, ok. C'est pas bouleversant. D'accord. Et donc, une vingtaine de personnes, tu disais que vous étiez 3 internes. Et du coup, clairement, les 3 internes, vous allez avoir le même type de responsabilité. Ouais. Généralement, ce qui se passe, c'est que les internes, il y a un interne qui est aux soins intensifs, donc qui va gérer 6 lits de soins intensifs, et 2 internes qui sont en salle. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des hospitalisations traditionnelles et qui vont gérer 11 lits chacun. D'accord, ok. Et toi? Et moi, du coup, je tourne. En fait, on tourne tous les mois entre. D'accord, ok, pour que vous puissiez voir le maximum de choses, je pense. En tout cas, merci pour cette première rétrospective et cette illustration de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Clairement, on voit que le chemin est quand même long. Là, tu en es à ta 7e année, donc tu es interne, etc. Donc, il y a forcément des inconvénients, même si tu as fait tout ce chemin et que c'est une vocation et que tu as toujours voulu faire ça, peut-être au départ par provocation pour ta maîtresse de CP, mais il y a forcément des inconvénients. En dehors du manque de sommeil. C'est un mode de vie qui est hyper prenant. C'est c'est très très cliché. Hein, oui, mais c'est pour toi. Pour toi, personnellement, on va dire. Globalement, moi, j'aime à dire que pour sauver la vie des autres, il faut sacrifier la sienne. Un petit peu. Alors clairement, c'est horrible. Alors j'espère que parmi l'audience, il n'y a personne qui a envie d'être médecin et qui entend ça. Non, mais en vrai, faut avoir conscience du fait que c'est un métier qui est hyper prenant. Moi, je fais des horaires, je fais du 8h30, 19h, 19h quand je suis au soin intensif et 20h quand je suis en salle. Et ça, c'est tous les jours. C'est des choses qui... Et je pense que je suis au début de mon internat, donc je pourrais finir à des horaires plus acceptables plus tard, mais là pour l'instant on reste sur des. C'est une bonne amplitude, quoi. Ça. Mais alors. Et du coup c'est une énorme prise de, c'est une prise de temps, ça mobilise beaucoup de temps. Après, aussi au niveau émotionnel, c'est assez fort parce que on est confronté à la mort, on est confronté à des personnes qui vont pas bien, qui ont besoin de parler. C'est pas forcément facile. Oui, c'est clair. C'est pas forcément facile. Il y a une charge émotionnelle, je pense, qui est importante. Mais alors, tu es jeune, tu as 25 ans, il me semble, puisque tu es interne en 7e année. Tu es quand même à un âge où on a envie de sortir, prendre des coups, boire des coups, parce que prendre des coups, je pense que personne ne le veut. Est-ce que tu as le temps de sortir? Tu as des amis? Enfin, tu as une vie sociale quand même. Je conserve quand même une vie sociale. Après, des fois, c'est au dépend de mon sommeil, mais globalement, non, j'arrive à sortir quand même tous les week-ends, à m'organiser des petits week-ends quand j'ai du temps. Ok, donc quand même. Oui. En fait, quand je compare à la vie étudiante de mes amis qui sont pas en médecine, forcément, ça fait un petit peu, ça fait pitié parce que je me dis, je bosse beaucoup et c'est énorme, quoi. Mais après, moi, je suis pas malheureux. T'es quand même épanoui. J'ai quand même le temps de faire mon sport, j'ai quand même le temps d'aller faire mes loisirs. Ok. Voilà. T'es quand même épanoui, t'es heureux. Je suis clairement pas malheureux. Et j'avais une question que j'ai oubliée, qui m'a échappé, mais c'est pas grave. Et on va dire en contre-pied, quels sont les avantages à cette vie d'interne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes, on va dire, au quotidien? Déjà, au niveau des connaissances, c'est tous les jours j'apprends des nouveaux trucs, tous les jours je mets en application des choses et qui ont un réel impact sur la vie des gens. C'est-à-dire que tu sers vraiment aux gens et
et je me rends compte que, enfin, ouais, j'ai participé à sauver des vies, et du coup, c'est juste ce semblant-là de pouvoir se dire, bah, si j'étais pas là, et bah, c'est gratifiant, quoi. il est pas là. Et plein d'autres trucs, genre, je sais pas, de la reconnaissance des patients, parce qu'ils ont beau se plaindre un maximum de ouais, c'est lent, on m'a fait attendre, ça fait 2 heures que j'ai pas mangé, des trucs comme ça. Mais derrière, quand tu leur donnes leur papier de sortie et qu'ils te disent merci docteur, ça vaut tout l'or c'est du monde. gratifiant, et tu te dis, ouais, c'est beau, franchement, quoi. c'est incroyable. Et même d'avoir ce côté humain, même de pouvoir dire, bah, je prends le temps pour aider les gens, et enfin, moi, je sais que c'est ce qui m'a fait choisir cette filière. Et Ouais, et t'es voilà. heureux avec ça. Alors, tu disais un truc justement, tu disais que tu apprenais des choses tous les jours, etc. Et je pense que la technologie, ça a une influence énorme sur la médecine, mine de rien. Oui, Et il doit y avoir sûrement des mises à jour ou peut-être des théories ou des pratiques qu'il y avait avant qui vont évoluer. Quel impact? Alors, je ne sais pas si ça a déjà eu un impact sur toi, ta vie d'interne, mais est-ce que parfois il y a, je sais pas, une nouvelle technologie pour faire un examen qui arrive et vous devez vous former dessus ou... Je sais pas si je suis très claire. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est que dans les spécialités, dans tout le monde médical, il y a besoin énormément de vérifications et de précautions prises avant d'introduire des nouvelles choses. Donc, on les voit pas beaucoup, ces changements. C'est-à-dire que ça se fait pas sur une année, et les changements qu'on va voir, que moi je vais pouvoir voir ou constater, bah, ça va être des changements qui ont débuté au début du siècle, Ouais, quoi. ok. Donc c'est des choses qui, selon moi, sont beaucoup, enfin, ouais, d'accord, ok, t'as un smartphone pour regarder ta glycémie. Ouais, c'est pas C'est bouleversant. pas révolutionnaire, Ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est des choses qui quand même qui sont importantes. Et bah, le truc le plus marquant, c'est peut-être les opérations avec robots assistés. Et ça, c'est stylé par contre. Pour le Et t'en as coup, déjà vu? j'en ai déjà vu, ouais, ouais, avec enfin, moi, j'ai juste vu, j'ai pas touché ça parce que clairement, jamais on fait toucher à un externe. Mais c'était quand j'étais sur Paris. Il y a un robot qui est une salle robot avec le robot qui opère Wow. à distance. Donc c'est impressionnant. Et tu te dis, cool. ok, ouais. Ouais, et tu vois vraiment le chirurgien qui a la tête qui a juste des lunettes 3D et qui est en train de disséquer et de faire et de faire son opération alors qu'il n'est pas dans la même pièce que. Ouais. Je trouve ça hallucinant. Incroyable. Ouais. En fait, on sait que ça existe parce qu'on regarde les infos, etc. Il y a des articles. Mais quand on parle, ben, je me rends compte que c'est vrai. Et moi en plus, je te vois et je me dis, waouh. Ah ouais, quand même, quoi. Ah non, mais il y a il y a beaucoup de choses qui révolutionnent un petit peu, des améliorations techniques. Après, je pense que ça n'a pas forcément un impact aussi révolutionnaire qu'on voudrait l'entendre avec la technologie, mais c'est des petits impacts du quotidien qui vont diminuer des risques. Et en fait, c'est plus éviter certaines situations malencontreuses que d'apporter réellement. Ok. Tu vois. Ouais. C'est un bénéfice dans ce sens-là. Je comprends. Alors, justement, tu parlais des robots. On peut considérer que c'est une anecdote, mais est-ce que toi, tu as peut-être une histoire, quelque chose à nous partager? Bon, si possible, un peu fun. Hein, on veut pas de choses trop dures, mais pendant ton internat ou avant éventuellement, est-ce que avec un patient, bien sûr, hein, il faut que ce soit quelque chose ou une erreur de diagnostic que tu as pu faire. Si, j'ai un patient, c'était le moment incroyablement gênant. J'ai un patient, en gros, il y a une maladie, ou enfin un syndrome qui arrive quand tu as des lésions neurologiques, c'est-à-dire que ça s'appelle le syndrome frontal. Et en gros, dans le cerveau, l'avant du cerveau est considéré comme étant le syndrome de l'inhibition.
la zone de contrôle de l'inhibition. Du coup, une fois que cette zone du cerveau est atteinte, et ben, il y a une levée d'inhibition et du coup, Tu te laisses aller. Du coup, les gens se laissent aller un petit peu et du coup, ils vont dire des trucs qu'ils pensent directement sans avoir ce contrôle de non, ça se fait pas. Et du coup, typiquement, je rentrais dans la chambre d'un patient, j'étais en réanimation. Et ce patient était conscient, mais complètement frontal. C'est-à-dire que quand il avait envie d'aller faire pipi, et ben, il faisait pipi dans un coin. Parce que il n'avait aucun. Voilà. Et ce patient, moi je rentre avec ma chef avec qui je m'entends très bien, on rigole bien. Ma chef me pose une question et dit alors pourquoi là il a ça moi je savais pas du tout, je commence à rigoler avec elle. Et le patient il me tapote sur l'épaule et il me chuchote tu feras gaffe, elle est en train de te draguer. Ok. Et je me suis arrêté, j'ai tourné ma tête doucement vers ma chef qui m'a dit non. J'ai tourné ma tête, j'ai fait allez, ça va monsieur. Mais c'était il y a longtemps ça. C'était externe. Ouais, j'étais externe, c'était il y a 2 ans, tout le monde. Ouais, c'était petit malaise. Ah, c'était après, non. Mais c'est bien les anecdotes comme ça, parce que souvent on entend des choses pas forcément joyeuses. Mais, merci pour ce partage, en tout cas. Est-ce que, voilà, dans ton quotidien, on va dire, d'interne, est-ce que tu ressens ou est-ce qu'on te fait ressentir que tu es encore interne? Je veux dire, par rapport aux gens, est-ce qu'il y a des blagues ou même parfois est-ce que c'est moins bienveillant que ça? En fait, le truc, c'est que moi, je le ressens surtout à travers moi-même, c'est-à-dire qu'on me demande des compétences que je n'ai clairement pas encore. Et du coup, c'est là où tu ressens ton statut d'interne, c'est-à-dire que quand tu dois faire face à des situations et que, vas-y, prends une décision, on fait quoi? Et c'est toi Okay. c'est toi qui est là et qui, ok. Mais après, oui, dans d'autres situations, typiquement sur des chefs, des vieux chefs de service, c'est plutôt des anciennes mentalités, ça. D'accord. Mais des vieux chefs de service qui ouais, bon, t'es l'interne, d'accord. Ok. C'est comme si ta parole ne comptait pas ou. Pas qui compte pas, mais qui va plutôt se dire bon, ok, on va prendre avec des pincettes la vie d'interne, quoi. Alors que ça reste ma spécialité et que. Oui, tu peux être tout à fait crédible et tu t'y connais. C'est ça. Et justement, tu disais que parfois on te demande ton avis, on te demande des précisions ou voilà, de prendre des décisions. Les personnes qui te demandent, quand tu dis on te demande, c'est les infirmières ou c'est. Ça peut être aussi bien les infirmières que les autres spécialités parce que je suis quand même spécialisé en hépatogastro et donc je suis censé pouvoir donner un avis sur cette spécialité à n'importe quelle autre spécialité qui en a besoin parce que c'est pas leur domaine de compétence. Oui, tout est lié donc. C'est ça. Donc, et quand tu as un doute, tu vas solliciter ton chef de clinique. C'est ça. On seniorise toujours les avis qu'on donne. Moi, je sais que là, typiquement, quand on est, j'ai le bip, c'est-à-dire le téléphone d'avis aux urgences, et à chaque fois qu'il y a un patient aux urgences et qui requiert d'un avis spécialisé, et c'est moi qui descends aux urgences et je vais voir le patient, je lui dis, je viens pour vous donner une expertise. On va mettre des grandes guillemets sur l'expertise. Et du coup, ensuite, je présente le dossier à mon chef et qui me dit ok, tu ferais quoi? Ok, on va faire ça, ça. D'accord, ok. Ah, c'est trop intéressant. Franchement, là, j'ai l'impression d'être dans Dr House. Ça me donne envie de faire un stage avec toi. Et du coup, tu prescris? Oui. J'ai retenu. J'ai retenu. Je prescris au nom de. Au nom de ton chef Au nom de mon chef. J'ai pas encore. En fait, tu as le droit de prescrire que tu es taisé. Quand tu es docteur. Parce que là, je suis médecin, je suis pas docteur. Voilà la nuance. Parce que la question est, et je pense qu'il y a souvent un amalgame entre médecin et docteur. Et en fait, docteur, c'est quand ta thèse. En fait. Oui, c'est pour ça qu'on peut être docteur en philo ou en n'importe quoi. Merci pour cette précision parce que j'adore le français et je pense que c'était très important de souligner cette différence. Merci docteur, ça fait du bien aussi. Oui, je me doute que quand on le dit, je suis docteur. Merci en tout cas Théo pour toutes ces informations. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter pour clore cet épisode de podcast? Pour
clore ce podcast, je dirais que quand même, même si c'est ma vie, un peu ne pas faire rêver de par mon temps de travail et mes conditions de vie qui sont un petit peu, comment dire, moyennes. Alors, j'ouvre une parenthèse et je la referme rapidement. Je vois Théo et je peux vous dire que ça va. Hein. Il est épanoui, souriant. Ouais, c'est un métier de passionné et c'est avant tout une passion qui est d'aider les gens et de pouvoir les soigner et de voir leur évolution aussi. C'est-à-dire que tu pars sur des personnes qui ont des réels problèmes et avec la médecine et tes connaissances, tu leur changes la vie et tu les suis au jour le jour. Moi je sais que pour rien au monde, même si toutes les conditions étaient encore pires, pour rien au monde, je changerais de voie et j'en suis très fier. C'est très beau Théo. Merci pour ce mot de la fin et merci surtout d'avoir répondu présent encore une fois à cette podcast. À bientôt.